Bonsoir. À la une de cette édition, le Premier ministre lance la caravane nationale d'investissement et visite les installations de l'usine de Friard. Une façon pour lui de voir le rythme de production depuis la reprise de cette unité industrielle. Une bonne moisson en Indonésie, la Guinée récolte 90 millions de dollars pour financer certains projets agricoles. Les zones cibles sont la Moyenne et la Haute-Guinée. Il est considéré comme le véritable symbole de la souveraineté nationale. Gros plan sur la coopération avec la Chine. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre avec la visite de terrain du Premier ministre chef du gouvernement. Ibrahima Kassory Fofana était à Friard avec un message d'unité et de développement du président Alpha Condé. Après avoir lancé la caravane nationale d'investissement, il a visité les installations de l'usine d'Alumine. Adi Kamara. Dès après le lancement à Friard des activités de la caravane du gouvernement, les initiateurs ont fait un tour dans cette cité industrielle. C'est une activité voulue et soutenue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette caravane a pour ambition de pouvoir sillonner toutes les 7 régions administratives afin d'échanger avec le secteur privé de ces régions et ressortir leurs problématiques pour voir comment est-ce qu'on pourrait les accompagner pour qu'elles puissent se développer leurs capacités, pouvoir participer à la sous-traitance locale, créer de l'emploi et aussi valoriser les opportunités d'investissement de ces régions. Voir comment est-ce que l'agence de promotion des investissements privés va travailler pour revoir sa stratégie de promotion afin de positionner chaque région, de pouvoir attirer des industries, pouvoir promouvoir des types d'énergie solaire pour créer de l'énergie pour justement permettre l'installation de ces industries dans ces régions qui vont permettre réellement de créer de l'emploi. Friard qui renaît de ses cendres grâce à la clairvoyance et à la diligence du professeur Alpha Condé. Partout, les travailleurs de Russal s'activent autour des machines qui procèdent au dynamitage avant la carrière, le concassage et au broyage. La discussion, comme vous l'avez suivi, que le Premier ministre a eue avec la direction de Russal, c'est celle concernant l'extension de capacité. Parce que dans l'accord qui a été signé, il y a d'abord la production de la capacité actuelle de 600 000 tonnes. Donc ils sont en train d'aller progressivement vers ces 600 000 tonnes. Mais la prochaine phase porte sur l'extension de capacité à 1 50 000 tonnes. Donc aujourd'hui, il y a déjà plus de 1000 Guinéens qui sont employés à l'usine. Et nous espérons bien que dans cette deuxième phase-là, nous pourrons accroître le nombre d'emplois créés par l'usine. Ce qui a à retenir sur le fond, c'est la relance de l'usine, comme cela a été promis par Russal grâce à l'initiative du président de la République et à l'entente. Mais aujourd'hui, nous voulons regarder vers l'avant, voir atteindre d'abord la pleine capacité nominale actuelle, mais aussi aller vers la deuxième phase qui consiste à étendre, à accroître la capacité de l'usine à 1 50 000 tonnes. De ce côté, on a d'autres machines qui facilitent la filtration rouge avant le lavage. Il y a également la filtration blanche avant de conduire la matière vers le four pour la calcination afin d'obtenir l'alumine. Alors, la reprise de ces travaux rassure la population. Cela a procuré non seulement à la population toutes les possibilités en matière d'investissement, en matière de couverture des besoins vitaux. Et cela aussi a rassemblé les familles qui étaient jadis divisées, a aussi permis aux enfants de reprendre les classes. Soucieux du développement socio-économique de la localité, a mis déjà en place des structures et des stratégies capables d'abréger la souffrance de cette population. La journée mondiale de la jeune fille à Conakry, l'événement avait une saveur toute particulière. Les jeunes filles étaient aux commandes pour une journée. Elles ont dirigé les activités à la tête de nos différentes institutions. Retour sur la journée très chargée de l'une d'entre elles dans la peau de... Pour la célébration de
Le plan international Guinée à l'Assemblée nationale, en passant par Child Fund et OIM, les jeunes filles se sont distinguées dans ces différentes institutions en prenant ce jour les commandes et en jouant le rôle de leader. Une belle expérience qui motive ces filles. Kankou a occupé le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la sensation que j'ai pour cette occasion en étant dans la peau d'un président de l'Assemblée nationale est une sensation de joie, mais surtout une sensation d'espoir pour l'avenir. Parce que cette journée permet de prouver au monde, aux Guinéens, à tous ceux qui pensent que la femme est incapable d'avoir des postes de responsabilité, que non, c'est faux. Nous sommes compétentes, nous sommes capables surtout. Il suffit juste de nous donner l'opportunité, l'éducation, la scolarisation et surtout l'espace de sécurité qu'il nous faut pour qu'on puisse prouver notre valeur. Cette année, la journée mondiale de la jeune fille est célébrée sous le thème « Encourager l'instruction ». L'initiative d'offrir à ces filles la possibilité de jouer le rôle de haut responsable. Les jeunes filles sont les baromètres de la société. Et notre souhait que ces jeunes filles jouent le rôle qui est le sien au niveau de la société guinéenne. Quand nous prenons par exemple ces femmes se sont battues pour l'indépendance de la Guinée. Et nous voulons maintenant que les jeunes filles soient les leviers du développement au niveau de la Guinée dans tous les secteurs. Au centre des politiques de plan international, l'éducation de la jeune fille et son émancipation. L'organisation agit pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. C'est un exercice symbolique pour prouver aux jeunes filles qu'elles ont quand même le potentiel et les capacités pour aussi bien demain occuper des postes de leadership de telle envergure. L'exercice du rôle de leadership dans les organismes publics et non gouvernementaux, la célébration de la journée mondiale de dénoncer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. En région, la journée a aussi été fêtée, mettant le cap sur Mamo, où cette célébration a permis aux jeunes filles de présenter un plaidoyer. Elles demandent aux autorités de veiller sur le respect et la promotion de leurs droits, mais surtout de renforcer la lutte contre certaines pesanteurs sociales comme l'excision ou encore les mariages précoces. Mamadou Paté Baldé. Cette année, à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille à Mamo, Elisabeth Balamou a été choisie pour jouer le rôle du gouverneur des régions. Après les salutations protocolaires, elle a été installée dans ses nouvelles fonctions de gouverneur du jour. De sa prise de service, Elisabeth a reçu successivement en audience les autorités locales, les sages et les religieux de la préfecture de Mamo. Des questions liées à l'émancipation de la jeune fille, sa scolarisation et surtout la lutte contre les violences basées sur le genre et les criminalités. Nous, les filles de Guinée, nous avons droit à être protégées par chacun de vous contre toutes les formes de violence dont nous sommes victimes. Nous vous demandons de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur à tous les auteurs des actes qui violent les droits des filles et empêchent leur épanouissement. À la suite des audiences, Madame le gouverneur du jour a officiellement lancé les activités de cette journée sous le thème « Avec elle, encourageons l'instruction et la qualification professionnelle des femmes ». Autre sujet évoqué devant un parterre d'invités et le club des jeunes filles leaders, la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. C'est une manière pour le plan international Guinée d'encourager les jeunes filles à étudier, mais aussi d'encourager l'ensemble des différentes composantes de la société à soutenir, n'est-ce pas, les filles dans l'éducation. Ce qui passe aussi par le respect d'un ensemble de droits, n'est-ce pas, et libertés liées aux filles.
En réponse aux nombreuses doléances formulées, le gouverneur titulaire s'est engagé à soutenir la politique du gouvernement pour le bien-être des jeunes filles. C'est dans cette logique que nous avons tous vu l'année dernière le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, symboliser le potentiel du pouvoir décisionnel de la jeune fille dans les fonctions de président de la République. Ce symbolisme est un acte fort qui traduit la volonté manifeste des autorités guinéennes à combattre les inégalités entre filles et garçons pour revendiquer l'égalité pour les filles. À l'occasion de ce 11 octobre 2018, Tchaïfound et Plan International Guinée, ces deux organisations qui ont contribué à l'émancipation des enfants et des jeunes filles en Guinée, se sont engagées à poursuivre cette mission en vue de combattre l'inégalité de genre et de sexe à l'égard de la jeune fille. Et dans l'actualité nationale encore, la Banque nationale d'investissement fait ses premiers pas. Elle décide d'accompagner un groupe d'entrepreneurs porteurs d'initiatives. Plusieurs conventions de financement ont été signées à cet effet. Kerno Ousmane Diallo, Moussa Bangoura. L'événement marque l'opérationnalisation de la seconde phase des MUFA et MC2 et vient conforter la politique du chef de l'État en matière d'emploi jeune et d'autonomisation des femmes. Ces signatures de conventions de financement entre la Banque nationale d'investissement de Guinée et les promoteurs de projets ouvrent la voie à ces derniers à l'accès aux ressources financières et techniques pour réaliser leurs rêves, devenir des entrepreneurs modèles. Je suis contente. Je demande à tous d'entreprendre, qu'on ait été scolarisé ou non. Enfin, je remercie le chef de l'État pour cette initiative. C'est ainsi que la BNIG, dernière née dans le système bancaire, entame ses débuts dans le pays. Sa mission est claire, accompagner les PME pour favoriser l'émergence d'une classe d'entrepreneurs. Aux côtés de cette banque d'investissement, une banque commerciale, Afriland First Bank. Contrairement aux autres banques, chaque fois que nous allons prendre dans le capital de cette entreprise afin de l'assister, parce que l'expérience a montré que toutes les entreprises qui ont échoué jusque-là ont échoué parce qu'il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire. Autour de cette nouvelle banque et stratégie de financement de projets et de PME, beaucoup d'espoir de part et d'autre. La Banque nationale d'investissement de Guinée est là pour les plus petits, et on a fait exprès de commencer pour ceux que les MC2 ont déjà fait grandir, c'est ça que j'appelle les moyens, et là pour ceux qui sont déjà d'un certain niveau, au niveau national, au niveau international. Financer les femmes, financer les jeunes, c'est financer la paix, c'est financer la stabilité. Et le professeur Alpha Condé a vu juste et il a vu clair qu'il faut s'investir dans ce sens-là. Pour cette première phase, 18 projets bénéficient d'accompagnement avec 21 milliards de francs guinéens déboursés pour le développement des projets validés. À Daboula, c'est parti pour la campagne de chimio-prévention. Ce 4e passage va permettre de renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme saisonnier. L'opération va se dérouler sur 3 jours et concerne les enfants de 3 à 59 mois. Ça, Marathonno. Nous sommes à Arfa Moussaya, dans la préfecture de Daboula. Mamadi Kamara et Ousmane Diallo sont les tout premiers enfants de ces villages à bénéficier du médicament antipaludéen SPAQ pour le 4e passage de la campagne de chimioprévention au compte de l'année 2018. C'est une campagne que nous menons chaque année dans ce district pendant la saison de haute transmission. C'est la première fois que cette préfecture met en œuvre cette intervention et
arriver à atteindre une bonne couverture comme nous l'avons réalisé dans les autres districts. Nous avons choisi Alpha Moussaïa parce que cette sous-préfecture s'est distinguée sur le plan du bon traitement, du paludisme, mais aussi de l'écoute des autorités sanitaires. Parce que vous le savez, le paludisme était la première affection ici, c'est vrai partout, mais avait pratiquement dominé toutes les affections ici il y a de cela 3 ans. Et on s'est rendu compte que les communautés et prestataires se sont mis ensemble pour lutter contre le paludisme. C'est pourquoi on voudrait lancer l'appel à tout le monde aujourd'hui de prendre l'exemple sur Alpha Moussaïa et d'amener encore les mêmes communautés à retenir que la CPS, ce n'est pas seulement maintenant, et que ce n'est pas seulement la CPS qui traite, c'est aussi l'utilisation des moustiquaires. L'opération consiste à administrer le SPAQ aux enfants âgés de 3 à 59 mois afin de les protéger contre le paludisme. Pour toucher le plus grand nombre d'enfants, les agents sensibilisateurs sillonnent l'ensemble des ménages de la préfecture de Dabola. Leur mission est d'expliquer aux parents durant 3 jours les modes d'administration de ces produits aux enfants et la stratégie de prévention. Avec les boîtes à images, une fois en famille, après tout l'accueil, on présente les boîtes à images. On donne des explications au niveau des boîtes à images. L'enfant est malade, on ne donne pas. L'enfant fait la diarrhée, on ne donne pas. L'enfant est sous traitement, on ne donne pas. Si l'enfant est bien, il n'a pas de problème, on donne des médicaments. Le palu nous avait beaucoup fatigués ici, mais depuis que nous avions commencé à donner ce médicament à nos enfants, il n'y a plus assez de cas de palu. On remercie Dieu et les autorités du pays. La campagne de chimioprévention du paludisme est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée adhère au projet depuis 2012. Avec 6 districts au départ, le projet couvre aujourd'hui 13 districts sanitaires de forte transmission saisonnière du paludisme. Il est mis en œuvre par les partenaires catholiques Relief Service et Stop Palu. La journée mondiale de la normalisation, c'est demain. Cette 49e édition est placée sous le signe de la dimension industrielle. La Guinée s'est inscrite dans la dynamique de cette journée, donc une grande importance. L'État, ministre de l'Industrie. La norme est un outil non négligeable dans le développement socio-économique d'un pays. Son respect est un passage obligé pour les entreprises afin de fournir des services de qualité. La célébration cette année de la Journée mondiale de la normalisation met l'accent sur la 4e révolution industrielle. Des progrès technologiques qui favorisent l'élimination des obstacles techniques au commerce. La 4e révolution industrielle qui ont favorisé la transition du monde traditionnel et physique vers le numérique, permettant ainsi aux personnes et aux objets d'être de plus en plus connectés avec une incidence remarquable sur les modes de production, d'échange et de communication. C'est le cas actuel des robots et de l'intelligence artificielle qui réalise de plus en plus des tâches accomplies par... En Guinée, l'Institut de normalisation et de communication. À ce jour, des progrès sont réalisés notamment dans le secteur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. La plupart des évoluant dans les secteurs de l'agroalimentaire, des matériaux de construction, de l'électrotechnique, de l'industrie pharmaceutique et chimique utilisent les technologies émergentes pour la production des biens et services reconnus conformes aux normes nationales et internationales. Je voudrais, au nom du chef d'État, le professeur Alpha Condé, du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, ainsi que de l'ensemble du gouvernement guinéen, féliciter les industriels pour leur contribution à la création d'emplois et de richesses nationales nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la Guinée. Cette 4e révolution industrielle vient galvaniser les pouvoirs publics des pays en développement dans leur combat
celui d'harmoniser leur politique dans la mise en œuvre d'une infrastructure de qualité. L'École nationale de police et de protection civile, hier, le conseil d'administration s'est réuni pour plancher sur certains sujets. Les membres de CA ont d'abord évalué les réalisations de 2017 afin de se pencher sur l'adoption du budget de fonctionnement 2018-2019. Alpha Isiagaba, Omotouré. C'est la première session du conseil d'administration de l'École nationale de la police et de protection 2019. Il s'agit d'évaluer les actions qui concourent à la sécurité des citoyens et celles en cours de réalisation dans les écoles de police. L'année qui s'annonce va être capitale pour nous pour renforcer non seulement institutionnellement les capacités de cette école, mais aussi d'achever certaines œuvres, certaines infrastructures que vous êtes en train de réaliser en faisant en sorte pour qu'ensemble nous puissions trouver les moyens additionnels en fonction de nos maigres ressources, mais avec l'aide de la coopération internationale pour arriver à nos fins. En dépit des contraintes financières de l'année écoulée, l'institution a posé quelques actes et non des moindres, ceux avec l'appui de l'État guinéen et le soutien des partenaires techniques et financiers à hauteur de 3 milliards de francs guinéens. La session que nous venons de tenir nous donne encore une nouvelle motivation d'appuyer Monsieur le ministre de la Sécurité dans la mise en œuvre du volet formation de secteur de sécurité. Nous comptons également poursuivre avec d'autres services pour davantage renforcer ce partenariat. Je pense que c'est une très bonne chose, mais cela ne va pas sans moyens. Il faut des moyens. C'est seuls les moyens nous permettent d'être pérennes, c'est seuls les moyens nous permettent d'être efficaces, c'est seuls les moyens nous permettent d'être présents et de répondre aux attentes de nos policiers qui sont aujourd'hui engagés, qui sont aujourd'hui déterminés à la formation, parce que sans formation, il n'y a pas de résultat. Cette année, le budget de fonctionnement des deux écoles de police, Kagbélé et Kafilia, s'élève à plus de 15 milliards de francs guinéens. De quoi tenir le pari de la formation et du perfectionnement dans le secteur. De faire de la police guinéenne une référence dans la sous-région. Je vous annonçais au sommaire cette belle moisson du côté d'Indonésie. La Guinée décroche une enveloppe de 90 millions de dollars pour financer des projets agricoles en Haute-Guinée et au Fouta. L'accord de financement est signé en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Mamadi Gassama, Mohamed Kamara. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée, l'appui au secteur agricole s'avère indispensable. Pour y arriver, le gouvernement bénéficie de l'appui financier des partenaires au développement, d'où la signature de cet accord de financement de 90 millions de dollars américains. Ce montant est cofinancé par la BADEA, le FIDA et le COFID. Le projet va toucher plus de 65 000 familles dans les régions de la Haute et Moyenne Guinée. Il s'agit d'apporter un apport consistant aux producteurs pour non seulement accroître leur production, mais aussi pour les rapprocher des marchés, que ce soit le marché national ou le marché régional. Donc c'est un projet qui comporte un volet piste rurale, aménagement de plaine, et c'est un projet 65 000 familles de la pauvreté. C'est vraiment un grand projet pour le développement agricole en Guinée. Dans cette même perspective, le ministre de l'économie et des finances a été reçu par le vice-ministre des finances de l'Indonésie et la représentante de Exim Bank. Ici également, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération, mais aussi les possibilités d'investissement en Guinée. Nous avons exploré avec eux les domaines de coopération possibles entre l'Indonésie et la République de Guinée. Et dans ce cadre-là, 3 domaines principaux ont été retenus, à savoir l'agriculture, les mines
et les infrastructures, notamment les routes. Et il y a même un quatrième secteur qu'on a abordé aussi, c'est le tourisme. Parce que l'industrie du tourisme est très développée en Indonésie. Ces différentes rencontres avec les partenaires bi- et multilatéraux dénotent de l'engagement des autorités guinéennes à sortir la Guinée du groupe des pays africains à faible revenu. En plus bref, à New Delhi, son Excellence Fatoumata Baldé, ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République des Guinées en Inde, a officiellement présenté ses lettres de créance. L'ambassadeur Fatoumata Baldé, que vous apercevrez tout à l'heure en image, a transmis au président indien le message de salutation du professeur Alpha Condé avant de dire l'engagement de la Guinée à œuvrer en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Inde. En réponse, le président indien s'est réjoui du soutien de la Guinée et de la franche collaboration entre les autorités indiennes et guinéennes. Le président indien a souligné que les relations entre la République des Guinées et la République de l'Inde datent des indépendances. Autre bonne nouvelle, notre compatriote, l'ancien Premier ministre Kabine Komara, a rejoint le club très fermé des 40 leaders. Cette prestigieuse association existe à titre consultatif. Elle donne par exemple son point de vue sur la plupart des décisions de portée internationale. Un club restreint constitué d'anciens chefs d'État et qui a tenu récemment sa 36e session en Chine. Tierno Younoussaba commente ces images. 36e session des 40 leaders mondiaux en Chine. La prestigieuse organisation connue sous le nom de Interaction Council propose des solutions à certaines préoccupations de portée internationale. Cette année, notre compatriote, l'ancien Premier ministre Kabine Komara, a pris part au débat. Le seul ancien Premier ministre africain à faire partie de ce club réservé aux anciens chefs d'État. Tout un honneur pour la Guinée. J'étais impressionné par la qualité des débats et surtout par la sagacité avec laquelle ces anciens leaders mondiaux appréhendent les problèmes du monde et anticipent sur les conflits qui peuvent émerger, tout comme ce qui peut changer le monde de demain. Cette rencontre de haut niveau a abordé 4 thématiques. Le premier, c'est la gouvernance mondiale et le danger dont le multilatéralisme fait l'objet aujourd'hui. Comme vous le savez, les États-Unis sont en train de démanteler progressivement les accords commerciaux mondiaux. L'accord qu'ils ont avec ce qu'on appelle l'ALENA avec le Mexique et le Canada. Ensuite, l'accord de Paris sur le climat, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran et récemment donc les principes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce. Le deuxième sujet dont nous avons débattu concerne l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a de nouveaux progrès aujourd'hui qui font qu'on réfléchit à des technologies qui sont en train de remplacer progressivement l'homme et l'humain dans la prise de décision. Et c'est en train d'impacter tous les domaines de la vie mondiale. Le cabinet Komara et ses pairs se sont aussi penchés sur le flux migratoire qui affecte particulièrement l'Afrique. Et le troisième sujet a été le problème des plastiques. La façon dont la nature est en train d'être agressée aujourd'hui, le changement climatique et particulièrement la pollution des océans. J'étais surpris de découvrir que l'ensemble des milliers de tonnes qui flottent dans les océans aujourd'hui, la Chine produit 75% de ceci. Donc là, on a dû attirer l'attention du gouvernement chinois qui a promis de prendre des mesures draconiennes pour que la Chine donne l'exemple dans ce domaine. Et naturellement, nous avons beaucoup débattu du problème de l'immigration. Il va y avoir une réunion au mois de mars ou février prochain à Malte pour que nous puissions donner des indications, en tout cas des réflexions à la gouvernance mondiale sur la façon d'appréhender ce problème. Après la Chine, l'organisation tiendra sa 37e édition à Malte. L'ASCAD livre sa 4e promotion sur le marché de l'emploi. Plus de 100 jeunes formés par des moniteurs de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Les jeunes stagiaires ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Valérie Talimani. Depuis 2012, l'Agence du service civique d'action pour le développement accompagne les jeunes Guinéens pour leur qualification dans des branches techniques et leur insertion dans le monde du travail. Parmi ce qu'ils y apprennent, les BTP, l'hôtellerie ou encore la sécurité.
des filières de formation porteuses d'emploi. À ma qualité d'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, en collaboration avec le ministre d'État, le ministre Kiridi et le directeur général de l'ASCAD, le général Doumbouya, nous nous sommes donné les mains pour mettre au monde une structure dans laquelle nous allons mouler la jeunesse guinéenne. Parce qu'on a constaté que depuis l'ancien régime, civisme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous constatez, chacun fait ce que bon lui semble. Les gens ne connaissent plus c'est quoi la nation, c'est quoi l'État, c'est quoi les symboles de l'État. Cet événement marque le couronnement d'un parcours ardu. La dynamique d'apprentissage contribue à faciliter l'insertion professionnelle. Certains d'entre eux ont déjà obtenu un premier emploi après des stages passés notamment dans des structures hôtelières. J'ai accepté, j'ai fait, on a fait des formations théoriques. On a commencé d'abord avec les matières élémentaires, comme tous les autres qui arrivent dans ce centre. Après ça, après 6 mois de formation élémentaire, on est passé à la formation professionnelle. Chaque personne a sa filière. Je remercie d'abord les encadreurs de ce centre d'avoir fourni un effort vraiment remarquable en ce qui concerne la formation de nous les stagiaires. C'est une fierté pour moi, une grande fierté, puisque ce n'est pas mon premier diplôme, mais après avoir obtenu ce diplôme, ça a été une chance pour moi d'acquérir d'autres opportunités de la vie, qui est ma première insertion. Caractérisé par la diversité des filières et son coaching, le SCAD bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale, notamment, accompagne toujours le processus de formation depuis sa création. C'est une promotion de 190 jeunes qui ont été formés en agents de prévention et de sécurité et en hôtellerie. On a réussi, disons, le taux d'insertion à 100% pour les agents de sécurité et 60% pour l'hôtellerie. Le long du stage, quand même, c'est bien passé. L'Agence du service civique pour le développement constitue aujourd'hui une piste à explorer pour des jeunes en quête d'emploi. À travers ce centre, plusieurs jeunes parviennent à s'offrir des opportunités de travail suite à des stages pratiques qui leur sont accordés le long de leur cursus de formation. De l'humanitaire avec un don d'équipement au centre Regina Maris. L'objectif des initiateurs est d'offrir quelques moments de bonheur aux pensionnaires de ce foyer. Amadou Touré. Pour accompagner les encadreurs de l'offre à Regina Maris d'équiper, l'association Jeunes Acteurs pour le Changement Jacques 518 offre des denrées alimentaires, des médicaments et des fournitures scolaires aux enfants orphelins à l'occasion de la rentrée des classes. Ceci dans l'objectif de leur permettre à mieux aborder l'année scolaire. Beaucoup de nous sont passés par là, ont passé des moments difficiles à leur enfance avant de venir là où ils sont aujourd'hui. Nous avons pensé à ça, on dit bien sûr on va fêter l'an 60 de notre indépendance, mais aussi penser à aller vers les orphelins pour leur redonner de l'espoir, les faire comprendre que l'avenir est très incertain et qu'ils peuvent aboutir comme nous les autres. Bien sûr on peut perdre les parents, mais si on ne perd pas l'espoir, ça ira et on peut réussir. Aujourd'hui, le centre Regina Maris enregistre 40 jeunes enfants orphelins qui sont hébergés, soignés et éduqués. C'est pourquoi, avec la rareté des ressources, la direction voit en ce geste un soulagement. Ça change beaucoup de choses. Il nous manquait beaucoup de fournitures. Les enfants, vous aviez vu sur leur visage, ils sont vraiment rayonnants. On a reçu des sacs, des cahiers, des équerres, des bics, des crayons. Vraiment, ils sont heureux de travailler convenablement dans les classes. En 14 années d'existence, l'orphelinat Regina Maris a redonné de l'espoir à plusieurs orphelins à travers l'éducation et l'encadrement. À ce jour, nombreux sont ceux qui sont dans des écoles professionnelles et dans des universités du pays. Ce soir, dans la rubrique en 60, gros plan sur le Palais du Peuple, fruit de la coopération chinoise. Il partage notre histoire, témoin de grands événements politiques et socio-culturels du pays. Le Palais du Peuple est le véritable symbole de la souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, il peine à garder toute sa splendeur d'antan. C'est un reportage grand format signé Fanny Luciado. C'est le plus majestueux monument du pays. Pour beaucoup, il symbolise la République. Le Palais du Peuple est toute une œuvre architecturale qui reflète dans les années 60 la coopération d'amitié entre la Guinée et la Chine.
La réalisation de ce chef-d'œuvre sur une terre fragile reliant l'île de Tombo, centre administratif de la capitale, à la presqu'île de Kaloma, relève d'un défi. Pour bâtir l'édifice, une grosse digue de granit sera ingénieusement déployée sur le site des offrandes des halogènes Baga. Ici, c'était l'eau de mer qui était gérée par le vieux Kona, qu'on appelait Tanou Kona, qui était le piroguier d'ici. Après lui est venu Bassi, le vieux Bassi. Le vieux Bassi, comme il marchait comme un caméléon, c'est pourquoi on l'a surnommé Bassi Kolo. Beaucoup disent que ici, c'est Bassi Kolo, c'est le diable. Ce n'était pas le diable. Il n'y avait qu'un seul diable qui était Mami Wata, donc Abakar Demba Kamara a entonné même une chanson, dédié une chanson à son nom. Donc Bassi Kolo était un vieux baga, piroguier. Donc là où il attachait sa pirogue, c'est là-bas qu'on a surnommé maintenant Bassi Kolo parce qu'il est mort. On donnait les offrandes, les sacrifices par Mama Yero qui accompagnait les bagas quand il y a des cérémonies. En 57, c'est en 57 maintenant qu'il y a eu le remblement de ce coin-là, en 1957. Parce que les Blancs ont préféré faire ça pour faciliter le déplacement de la population, éviter le problème de pirogue. Donc après ça, en 1960, le président Ahmed Sékou Touré s'est rendu en visite en Chine à son homologue Mao Zedong. Donc après 1960, le 1er janvier 1964, Chouan Lai, qui était le premier ministre chinois, est venu en Guinée, où il a été très bien accueilli. Et c'est en ce moment que les Américains ont fait une première exposition sur ce site-là, là où se trouve le palais là. Ils ont revendu des tubes, des tôles, des choses comme ça. Les Chinois, voyant cela, eux aussi, ils ont fait de plus une méga exposition qui a émerveillé tout Conakry, une exposition vente. Et c'est toujours à la même place. C'est après les différentes visites que les chefs d'État se rendaient et les autorités, c'est là-bas où s'est créé la construction de ce palais en forme de dôme pour renforcer les liens de coopération entre la Guinée et la Chine. Le palais du peuple s'élève à 30 mètres du sol, à la même hauteur que ce grand mât du drapeau et le monument du 22 novembre. La surface bâtie est de 24 500 mètres carrés, répartie sur 5 niveaux, dont le 5e loge la machinerie. Le premier étage comprend la salle de congrès, salle mythique où résonne toujours la voix des masses populaires au rythme de la vie politique ou culturelle de la Guinée. Le palais du peuple a d'autres salles au nom évocateur. Ce sont les salles du 28 septembre à référence au nom historique du vote référendaire. La salle du 14 septembre en mémoire au jour où les acteurs politiques se sont accordés à voter non. La salle du 8 novembre qui rappelle la loi cadre et le 2 octobre, le jour d'indépendance. Aujourd'hui, entretenir ce joyau, véritable lieu de mémoire, est un défi immense. En ce qui concerne le personnel, nous allons vous dire que nous avons d'énormes difficultés. Nous savons que les priorités dans le pays sont énormes. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire. Mais à cela, nous avons des problèmes parce qu'à la construction, l'effectif qui était là n'est plus le même. Quand je prends par exemple l'espace vert, c'est-à-dire le nombre du jardinier, il y avait à la construction, selon les archives, 11 agents qui étaient chargés rien que de l'espace vert. Aujourd'hui, nous sommes à 0 agents. Quand je prends l'entretien général, c'est-à-dire les techniciens de surface, on avait plus d'une cinquantaine de personnes, y compris les militaires, qui étaient là pour nous porter main forte. Aujourd'hui, les militaires, en 1984, étaient rentrés au camp. Le personnel qui restait une dizaine est presque allé à la retraite. Dans tout ce bâtiment, nous n'avons que 2 fonctionnaires pour l'entretien de ce palais, de ce joyau. Les clés du palais sont remises en 1970, 3 ans après la fin des travaux de construction. Depuis, ce grand temple dédié aux manifestations populaires a connu 3 rénovations en 1988, en 1995 et en 2000. Une rénovation partielle a eu lieu en 2008. Mais le Saint-Tien établissement a du mal à garder toute sa splendeur. J'ai écrit au gouvernement et ça a été bien accepté. Ils ont répercuté la demande en Chine et la Chine commence à réagir. Les 2 missions qui sont venues, alors ça, parce que
On a parlé de l'électricité, parce qu'on a souvent des coupures ici. J'ai dit de mettre fin à ça. C'est pourquoi, quand il y a de grandes manifestations ici, je marche sur le groupe. Le palais est vieillissant. Et c'est un lieu public. C'est toujours bondé du monde. C'est le seul temple de la culture. Les concerts se tiennent ici. Les spectacles, d'autres spectacles se tiennent ici. Alors, on ne peut pas sévrer la culture, dire non, le palais du peuple est là pour le peuple. Pour redonner un nouveau souffle à cette infrastructure, symbole de notre souveraineté retrouvée, des travaux de rénovation complète sont annoncés. Autour du monument du 22 novembre édifié par la Corée du Nord après l'agression de 1977, les autorités projettent la construction d'un complexe culturel moderne. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.